l'investissement privé soit le plus important. Il peut représenter vraiment de façon idéale plus de 75-80%, je dirais, de l'investissement global. Mais cet investissement privé-là, il ne vient que lorsqu'on se sent en sécurité et lorsqu'on a visibilité. Donc, le travail dont on parle, que le président de la République a réalisé, il y a ce qu'on voit, ces infrastructures, la santé, l'éducation, toutes ces questions sur lesquelles on s'attarde souvent. Mais ceux sur lesquels on ne s'attarde pas et qui quelquefois lui prennent plus de temps, c'est ce qu'il a fait pour pouvoir ramener le pays à un niveau de sécurité normal, permettre d'avoir une vie paisible, au point où les gens ne s'en rendent même plus compte. Alors qu'on a tous été ici à Abidjan, dans le pays, et vous saurez ce qu'on a connu. Mais la sécurité, c'est comme la santé. Quand vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas conscience que c'est la chose la plus importante et la plus précieuse. Et on s'y attarde peu. Bien sûr, ajouter à cela le fait que les forces de défense et de sécurité sont appelées la grande muette. Donc eux ne parlent pas, je dirais, de ce qui est fait de ce côté-là. Mais on sait comment on est sorti du Golfe. On sait au moment où le président était investi ce qui s'est passé encore dans Abidjan. On sait que les gens ne pouvaient pas sortir, il y avait des snipers ici et là, que la vie était menacée et que l'insécurité était totale. Anne l'a dit tout à l'heure. Mais pendant que les populations attendent l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, l'accès à la nutrition, l'accès au développement tout court, vous savez que l'investissement privé est ce qui va tirer la croissance et que revenir à un niveau de sécurité et de paix conforme à tout ce qui se trouve par le monde est la voie par laquelle vous allez véritablement réussir. Donc c'est un travail quotidien, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail qui n'est pas visible et qui également exige des qualités. Et ce qui fait l'unicité d'un personnage, c'est la multitude des capacités qu'on lui connaît lorsque surviennent des situations dans les différents domaines que j'ai cités. Moi, sur ces questions-là, je n'en savais pas grand-chose. Parce que la vérité, lorsque vous êtes ministre, ce ne sont pas des choses qui sont dans votre quotidien. C'est des choses qui se passent dans un cercle qui, en général, est un peu au-dessus de vous, et vous n'en voyez que les résultats. J'ai eu le privilège d'accéder, je dirais, à ce niveau, à ce cercle, et donc j'ai bien sûr vu un certain nombre de choses sur lesquelles je dirais quelques mots, mais qui me semblent importants. Parce que on parle de beaucoup de choses, d'économie, de développement, de ceci, de cela, en oubliant qu'on a pris un pays qui avait d'abord des problèmes de sécurité. Et qu'en même temps qu'il fallait développer le pays, il fallait s'assurer que le pays reste en sécurité. Et que quelquefois on a consacré plus d'argent et plus de temps à la sécurité qu'aux questions de développement, parce que l'un sans l'autre, on n'y arrivait pas. Et les années qui ont suivi la crise, vous savez qu'on était dans la peur permanente, que les gens reviennent, que la crise recommence. Donc les gens n'étaient toujours pas très rassurés. Chaque fin d'année, on passait l'année, la fin d'année avec quelques difficultés. Aujourd'hui, vous ne faites même plus attention à ça. Vous allez du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous traversez Abidjan, habillé ou nu, peu importe. Les gens ne sont pas de et puis voilà, et puis c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Surtout qu'on est dans un contexte et dans une région où vous voyez bien que c'est un sujet de préoccupation majeure. Mais voilà. Il s'est trouvé que la Côte d'Ivoire a traversé des moments difficiles, mais on a connu particulièrement un certain nombre de crises. Parce que maintenir un pays en paix est une chose, mais gérer les crises, c'est ça qui est le sujet. Vous pouvez être un très bon diplomate, une crise vous emporte. C'est parce qu'on n'a pas vu ça. Vous êtes un très bon économiste, une crise vous emporte. Vous pouvez être un très bon politicien, une crise vous emporte. Donc, si vous considérez que la crise est un sujet secondaire, il n'y a pas de développement. Parce qu'un matin, vous vous levez, vous n'êtes plus sur le fauteuil, vous êtes assis. Donc, les gens ne voient pas les crises que vous gérez tous les jours et toutes les nuits. Ils ne voient que ce qui est visible à l'œil nu. Et pourtant, ça requiert des qualités, beaucoup de qualités, et ça requiert des efforts, ça requiert des ressources.
On a connu la crise du Covid. On a connu la crise des 49 soldats. Ça, c'est les crises que vous avez vues. Mais chaque jour, ce que vous ne voyez pas, pendant que vous dormez tranquille, paisiblement, ronflant, il y a des crises. Il y a des crises qui sont gérées sans que vous le disiez. Et chacune de ces crises peut détruire tout ce que vous avez fait depuis 2012. Donc, quand il se lève, qu'il est au Conseil des ministres, qu'il parle, etc., quelquefois, vous voyez, il se lève, il sort. Ça, c'est les questions qui vous intéressent pas, vous les économistes et tout. C'est des questions sécuritaires pour lesquelles, dans l'immédiat, il faut décider. Alors, il a mis en place, effectivement, moi je l'ai vu parce que je n'y assistais pas, je n'y avais pas droit, ce qu'on appelle le Conseil national de sécurité. Il avait deux projets, le Conseil national de sécurité et le Conseil national de politique économique pour gérer ces deux aspects clés. Mais d'abord, c'est le Conseil national de sécurité qui a été mis en place, puisque c'était le sujet le plus préoccupant au moment où on sortait de la crise, tout faire pour ne pas y revenir. Le Conseil national de sécurité, bien sûr, comprend les forces de défense et de sécurité, les ministres de souveraineté, essentiellement. Et puis, en cas de besoin, les personnes qu'il faut pour pouvoir discuter d'un certain nombre de sujets. Et tous ces sujets, toutes ces crises ont été négociées là. Je me souviendrai, je retiendrai juste une seule, parce qu'on ne peut pas rentrer dans ce détail-là. C'est la crise des 49 soldats. Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu? On se soit là. Parce que dans ce CNS, vous découvrez effectivement le président de la République, pas dans son image du Conseil des ministres, mais dans son image de force, chef des forces d'armée, de défense et de sécurité. Et là, vous vous rendez compte de quelqu'un qui écoute, parce que ce n'est pas votre sujet naturel, vous n'avez pas de formation militaire. Si vous n'écoutez pas, vous êtes perdu. Dans un contexte où le débat est ouvert, vous êtes obligé de laisser les gens parler, parce que s'ils ont peur qu'ils ne parlent pas, vous ne sortez pas de la crise. Vous êtes obligé de faire des analyses ensemble pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Et vous êtes obligé, bien sûr, en dernier ressort, de décider. Parce que quand on a fini de faire tous ces débats-là, on ne rentre pas dormir, il faut décider. Les gens qui sont là, qui sont des forces de sécurité, attendent-vous que le chef vous décidiez. Et la décision que vous prenez peut... Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur cette crise? Des majorités. Je ne vous dirai pas si j'étais dedans ou pas. Non, ça on ne peut pas laisser comme ça. Il faut attaquer, c'est trop facile, on est comme ça. Le monsieur écoutait seulement. On ne serait pas là aujourd'hui. Chaque fois, il nous disait de nous calmer. Il nous a dit de nous calmer. Mais quand la réunion finit et que lui il va, il continue la réunion là-bas. Il appelle ses relations internationales, la nuit on l'appelle, il y a des envoyés qui vont, vous dormez. Vous venez au conseil de ministre, vous êtes content, conseil de ministre, de ministre, c'est pas là-bas, hein. Ça ne se passe pas là-bas. Vous dormez tranquillement, vous allez faire vos 400 coups, vous êtes content, vous êtes là, quand les policiers vous arrêtent, vous mettez un chapeau bizarre, écoutez, pendant que vous avez cette joie de vivre, quelqu'un ne dort pas. Et ce temps où on ne dort pas, ce temps qu'on doit consacrer de veille, tout le monde ignore. On ne voit que dans les cérémonies officielles, en train de faire des discours d'inauguration. C'est pas ça, hein? On peut faire ça parce que la sécurité et la paix sont réglées. Et cette charge de travail du président, ce souci majeur, vous ne pouvez pas partager ça avec quelqu'un. Il vous regarde, vous dites, c'est des comme ça, vous pouvez même dire quoi. Vous dites des choses, gars, il est triste, vous ne savez pas pourquoi. Il vit dans un autre monde. Et pour qu'un pays, on a tous été dans ce pays, hein, au cours des 30 dernières années, on a vu des choses se passer. On a vu ces crises se gérer. On a vu des crises emportées. Mais comment ça se fait que depuis qu'il est sorti du golfe de tout d'enfant, le golfe a été une crise, hein, il fallait en sortir. Je ne vais pas rentrer dedans. Mais vous qui me regardez, vous savez ce qu'on a vécu là-bas. On avait chacun 3 portefeuilles ministériels. La crise du golfe, il fallait la gérer. Mais toutes les crises subséquentes, visibles, mais beaucoup non visibles, ont pris beaucoup de temps, chef d'État. Beaucoup de temps. Et je voudrais qu'on fasse un banc d'applaudissements.
Et je crois que ce sont les résultats qui parlent plus que les discours. Et honnêtement, quand vous voyez ce qui se passe dans le monde, quand vous voyez ce qui se passe dans notre pays, dans notre sous-région, et que vous voyez d'où on vient, je ne sais pas si véritablement la meilleure qualité du président qu'il faut lui reconnaître, c'est celui de sa formation initiale, économiste et manager, ou acteur majeur, je dirais, de la sécurité et de la défense. Donc, je voudrais qu'on rajoute ce point à toutes les qualités qu'on a citées et qu'on connaît, qu'on lui sache gré, parce que quand on dit que la fonction, c'est un sacerdoce et c'est un don de soi, c'est que vous travaillez avec les autres dans la journée et la nuit, on peut vous réveiller à n'importe quelle heure du matin. Parce que quand une crise survient, il n'y a pas d'heure et vous devez être prêt. Il a fait preuve dans ce Conseil national de sécurité d'un niveau de professionnalisme qu'en dehors du privé, je n'ai jamais vu au niveau du sommet d'État. Et diantre, j'en ai quand même, j'ai quelques kilomètres, suivez mon regard. D'une rigueur sans faille, mais en même temps d'une grande humilité d'écoute et d'un sens du leadership et de la décision. Ces qualités-là sont celles véritablement que je pense, à mon avis, sont parmi les plus importantes. Même si c'est les mêmes qu'il applique ailleurs pour réussir, je voudrais quand même que cet hommage-là, pendant qu'on décrit toute la réussite économique, ne soit pas passé sous silence. Parce que c'est ce qui vous donne le plus de soucis, c'est ce qui vous empêche de dormir, c'est ce qui appelle de vous les meilleures qualités au monde. Et pour conclure, bien sûr, pour ne pas être trop long, en disant que souvent, on prend la mesure d'un grand homme un jour quand il n'est pas là. Mais de grâce, pendant que le président est encore là, pendant qu'il est avec nous, faisons en sorte de lui rendre au centuple ce qu'il nous donne chaque jour de son temps, de son savoir, de son savoir. Et prions tous pour que Dieu lui donne santé et longue vie. Afin que le pays puisse connaître cette période de prospérité et nous puissions un jour rendre aux jeunes générations un pays meilleur que nous l'avons reçu nous-mêmes des générations antérieures. Je vous remercie.